Alors, il y a des ressources pour vous. Alors, ces ressources se trouvent à différents endroits. Elles sont sur OneDrive, Microsoft OneDrive, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus rapide parce que c'est sur le web. Quand vous devez télécharger les grosses images Photoshop comme celles qu'on va télécharger, il faut avoir le temps. On n'a pas le temps pendant un cours d'attendre 3 ou 4 heures que des images arrivent sur l'ordinateur. Elles sont sur Google Drive, accessibles, je le précise, sans devoir indiquer son identifiant Gmail. Donc, c'est un accès libre sur Google Drive. Elles sont sur YouTube. Non, pas les images, mais quand c'est des vidéos, c'est sur YouTube. Parce que c'est plus facile pour regarder sur un smartphone. Mais quand ce sont des vidéos, je ne les mets pas que sur YouTube. Je les mets sur YouTube parce que c'est plus facile quand on se balade dans un train avec ses écouteurs pour regarder une vidéo. C'est plus facile que d'autres systèmes. Et alors, il y a également le serveur interne à l'école ici. Il y a des serveurs qui sont dans l'école. Et c'est ce qu'il y a de plus rapide quand on est pendant un cours pour aller chercher des choses, que ce soit des images ou des vidéos. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour les autres méthodes, vous aurez une explication. Je vous enverrai une explication si je n'ai pas le temps de le voir avec vous pendant le cours. Les autres méthodes, donc OneDrive, Google Drive, pour aller chercher des fichiers, ce sera via une explication. La méthode qu'on va donc voir, c'est ce qu'on appelle l'intranet. Alors, dans le bas de votre écran Mac, vous avez sans doute une icône qui représente une boule bleue avec des étoiles. Regardez. Donc, une boule qui s'appelle Réseau. Et là-dessus, vous avez différents disques durs qui sont dans un serveur. Donc, il y a un disque dur qui, cette année, ne vous servira sans doute pas. C'est un disque dur qui s'appelle Remise. Vous me confirmez qu'il y en a un qui s'appelle Remise? Voilà, les remises cette année, ça ne se fera pas par là parce que le serveur n'est plus vraiment maintenu. Par contre, pour vous transférer rapidement des choses, ça peut être intéressant. Et vous allez pour ça sur le serveur, sur le disque dur là, qui s'appelle Professeur. Alors moi, sur l'ordinateur ici, je vais y aller par un autre endroit. Donc, vous vous arrangez si nécessaire pour déplacer la fenêtre et vous allez demander un affichage par liste. Il est fort probable que vous avez un affichage par icône. Demandez un affichage par liste, ce sera mieux. Oui, donc pour vous connecter au serveur, il faut mettre le mot de passe, votre adresse mail et votre mot de passe que vous avez utilisé pour vous loguer au début là sur l'ordinateur pour le démarrer. Donc vous allez dans mon dossier, donc c'est d'Ambermont. Là-dedans, vous devriez trouver différentes choses. Et ce qui nous intéresse, c'est le dossier nouveau année 2022-2023. Vous ouvrez ça. Et là-dedans, vous avez dossier F-Grade Ambermont Q1 du 2022-2023. Vous ouvrez. Ah tiens, elles auraient dû être là. OK. Alors, dans le dossier public heure 1 et 2, vous avez vidéo d'introduction à Adobe Photoshop. Non, c'est pas ça. Ce qu'il nous faut, c'est PSD dans le genre Mixed Media qu'il nous faut. Oui, en fait, ceci aurait dû être sorti. C'était bien quand c'était sorti. Voilà. PSD dans le genre Mixed Media. Vous ouvrez. Voilà. Donc ça, ce sont des travaux d'étudiants
artistes qui ont fait des œuvres mixed média avec Photoshop. Et les points que vous voyez là, c'est des points sur 20. Donc on est quand même dans le haut du panier. Évidemment, je ne vais pas vous montrer des travaux moyens. Est-ce que c'est classé par ordre alphabétique aussi chez vous? Parfait. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre à partir de Dantine jusque Friss. Voilà, là j'ai fait majuscule clic pour activer les trois. Vous allez télécharger ça. Alors au niveau de la taille, le premier c'est 387 mégas, le second c'est 1,97, le troisième c'est 4 gigas quand même, 1,87 gigas bien sûr, vous aviez vu. Bon, c'est du lourd. C'est du lourd et donc ce que je vous demande là, c'est de déplacer les trois dossiers sur le bureau de l'ordinateur et ça va se copier. Ça va être pas très rapide, mais malgré tout, ce sera assez rapide. C'est ce qu'il y a de plus rapide parce que les serveurs sont dans le bâtiment et ça devrait prendre une dizaine de minutes pour faire ça. Et nous allons analyser ce qu'il y a dans ces dossiers. Alors, le WIAS qui est indiqué là, c'est le nom de l'organisme avec lequel l'école collabore au Sénégal. Donc si vous tapez sur le web plus tard, pas maintenant, mais si vous tapez WIAS Sénégal, vous allez tomber sur leur page web et vous allez voir. Donc vous êtes allé dans le dossier public heure 1 et 2, dans le sous-dossier PSD dans le genre mixed média et vous avez téléchargé quelques dossiers, ces trois-là en l'occurrence. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le dossier FGRA d'Ambermont? Vous avez les vidéos d'introduction. Ça, je vous en parlerai. C'est vraiment l'introduction au cours. Je vous en parlerai, je vous dirai ce que vous devez faire avec ça. Vous avez des ressources dans lesquelles il y aura des exercices. Là aussi, je vous dirai ce que vous devez en faire. Dans le dossier public heure 1 et 2, vous avez un dossier lien. Dans le dossier lien, vous avez un fichier RTF, donc qui s'ouvre dans Word, WordPad ou sur le Mac dans TextEdit, dans lequel il y a différents liens aussi. Notamment, vous allez trouver le lien vers le OneDrive, mais je vous en reparlerai. Le lien vers les exercices. Enfin, c'est un article LinkedIn qui donne des liens vers les exercices. Une explication sur le mixed média numérique. C'est le projet dont je vous ai parlé avec l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi un article LinkedIn. Et ça, c'est une préparation psychologique, on va dire, au deuxième quadrimestre. Analyse d'œuvres d'art anciennes et récentes dans le genre mixed média. Voilà, donc vous avez déjà une petite idée de ce qui va vous être proposé par la suite. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que vous avez téléchargé. Et on va commencer par le dossier Dantine. Donc regardez ce qu'il y a dans le dossier Dantine. Vous avez le travail en deux versions. Version pour Photoshop et version PDF. Donc le PDF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de format universel sans devoir acheter un logiciel avec le Acrobat Reader simplement qui est téléchargeable gratuitement sur le web. On arrive à lire les documents PDF, Portable Document Format. Parfois, la personne qui a enregistré le PDF au départ de Photoshop, donc la personne a fait un travail dans Photoshop avec des calques,
avec voilà, toute une construction. Parfois, s'il enregistre le PDF au départ de Photoshop, il peut inclure dans le PDF le fichier Photoshop. Mais on ne le voit pas là. Ça ne se voit pas. Quand je regarde ce fichier PDF, je ne peux pas dire s'il y a un fichier Photoshop inclus dedans ou pas comme ça. Il y a juste que la dimension du PDF est quand même assez importante, 175 mégas, alors que la version Photoshop enregistrée au format Photoshop 206 mégas. Donc je me dis peut-être que la personne a inclus dans le PDF la version éditable avec toute la construction modifiable donc de son travail. C'est quelque chose qu'on va garder pour la suite. On va faire un petit test tout à l'heure pour voir si ça fonctionne ou pas. Quoi qu'il en soit, on n'a pas à s'occuper du PDF parce que ça c'est pour les gens qui n'ont pas Photoshop installé sur leur ordinateur, parce que vous avez la Photoshop installée sur l'ordinateur et vous allez pouvoir ouvrir le fichier PSD en double-cliquant sur son icône. Et voilà, ça devrait lancer Photoshop. Voilà, ça c'est ouvert dans Photoshop. Alors une caractéristique du Mac, c'est que derrière Photoshop, le gestionnaire de fichiers du Mac, le Finder, reste visible. Donc il y a deux solutions pour s'en débarrasser. Soit les touches Command Alt H sur le clavier, ce qui correspond à menu Photoshop, masquer les autres. Vous voyez, commande, la touche CMD, Alt et la lettre H comme hide, cacher, ça va cacher ce qu'il y a derrière. Mais il y a aussi l'autre solution, et là je vais aller remettre le Finder en arrière-plan. L'autre solution, c'est de faire passer l'image ici en plein écran. Si on ne travaille que sur une seule image à la fois dans Photoshop, on peut faire ça, là, on la fait passer en plein écran. Parfois, on travaille sur plusieurs images en même temps et on transfère des informations de l'une à l'autre. Et là, on ne fait pas passer plein écran. Parce que le plein écran, c'est pour une image seulement. Mais donc là, on travaille sur une image seulement. On peut faire passer plein écran. Donc vous enfoncez sur le clavier la touche F. Et ça devrait faire passer plein écran. Voilà. Vous pouvez tester si vous enfoncez plusieurs fois la touche F. Vous passez d'un mode à l'autre d'affichage de l'image dans Photoshop. Et si vous gardez enfoncé, bien sûr, ça risque de faire des choses bizarres. Donc ce qu'il vous faut, c'est l'image qui est comme ça, entourée de gris. Et on voit les menus de Photoshop et la palette des outils. C'est parfait. Donc, Alt sur le clavier et la roulette de la souris, c'est le zoom avant. Il y a d'autres manières de le faire, bien sûr. Inutile de me le dire. Il y a 3-4 manières de zoomer dans Photoshop. On n'est pas là pour analyser de manière scientifique le fonctionnement de Photoshop, on est là pour essayer de s'en sortir. Donc, je vais me contenter de simplifier les choses et de vous dire juste Alt roulette. Barre d'espacement sur le clavier, c'est pour bouger. C'est le panoramique. Et là, vous allez me dire, oui, on peut aussi enclencher la main, et on n'avait pas besoin de l'enclencher en plus parce que la main est déjà enclenchée dans la palette des outils. Oui, mais c'est vraiment un raccourci intéressant à connaître parce que généralement, on est avec un des outils, celui-là par exemple, activé dans la palette des outils, et on ne va pas à chaque fois qu'on veut faire un panoramique aller enclencher la main dans la palette des outils, on utilise la barre d'espacement sur le clavier. Remarquez que ma palette des outils, contrairement à la vôtre, est en 2 colonnes. J'ai juste fait passer en 2 colonnes la palette des outils. Et là, OK, elle est là. Voilà. Donc, éventuellement, vous pouvez la faire passer en 2 colonnes. Je vous conseille de faire ça dans Photoshop. Mais chacun fait son lit comme il se couche. L'interface chez moi est gris clair, chez vous elle est foncée. C'est pas grave, c'est juste pour la clarté de la projection que je mets en clair. Si vous avez fait disparaître la palette des outils en cliquant sur la petite croix, ce sera le menu Fenêtre, Outils. Menu Fenêtre, Outils. Voilà, vous en savez assez sur la navigation. Alors, des raccourcis cachés. Le double-clic sur la main dans la palette des outils. Ça ramène le document le plus grand possible sur l'écran. Il est vu en entier.
très utile de connaître ça. Ça fonctionne aussi dans les autres logiciels Adobe, bien sûr. Enfin, en tout cas, dans Illustrator et InDesign, ça fonctionne aussi. Le double-clic sur la loupe dans la palette des outils. C'est ce qu'on appelle l'échelle 100%. Et là, il y en a certains qui se disent, oui, on a double-cliqué sur la loupe dans la palette des outils, et on est en train de voir l'image à la dimension qu'elle aura si on l'imprime. Pas du tout. Ce qui se passe, c'est que l'image est constituée de pixels, les picture elements, les petits points. Pixel, je ne sais pas si vous saviez, ça veut dire picture element, élément d'image. L'image est constituée de pixels et ce qu'on vient de faire là, l'affichage 100%, c'est faire en sorte que chaque pixel de l'image s'affiche sur un point d'écran. C'est donc l'affichage le plus optimisé quand on veut juger de la qualité d'une image. C'est nickel. On synchronise la grille de pixels de l'image avec la grille de l'écran en quelque sorte. Barre d'espacement et vous pouvez voyager dans le document et regarder. Alors une caractéristique des documents de type mixed media ici, déjà au niveau du sujet, ça dénonce des problèmes graves. Tous les documents que vous allez voir dans le dossier, et vous êtes invité plus tard si vous voulez à les télécharger. Aucune obligation, mais vous pouvez ne pas vous limiter aux 3 qu'on a téléchargés aujourd'hui, et télécharger les autres et regarder comment c'est fait. Donc, c'est très précis en fait. C'est très précis, et c'est pas très propre au niveau de la réalisation, mais c'est le genre qui est ainsi, c'est fait exprès. C'est un peu trash, un peu pas très léché, pas très propre. C'est dynamique. Le message ici dans les travaux, c'est un message de revendication, de dénonciation d'un problème dans le monde. Et on ne va pas commencer à faire des choses jolies pour ça. Le graphisme, là c'est quelque chose que les débutants en graphisme comprennent difficilement. C'est que le graphisme, le but du graphisme, ce n'est pas de faire des choses jolies. C'est de faire des choses adaptées au message qu'on veut faire passer. Si on veut faire passer un message et que, pour que le message passe bien, il faut que ce soit joli, on fait du joli. Sinon, on fait quelque chose qui correspond à ce que la cible commerciale, dans le cas d'un produit, apprécie, ce que les marques qui visent habituellement cette cible commerciale, cette cible, ce public, ces acheteurs, qu'est-ce que les marques font d'habitude? Il faut s'inscrire dans la mouvance des autres marques et en même temps arriver à se démarquer. C'est ça qui est difficile. Vous voyez? Donc, on ne fait pas du joli tout le temps, on ne fait pas du trash tout le temps, on fait quelque chose d'adapté au public et on ne fait pas ce qu'on veut pour que ce soit adapté au public. Il y a les habitudes du public. Qu'est-ce qu'il a l'habitude de voir comme visuel? Oui, le terme visuel, vous allez l'entendre souvent dans le monde publicitaire. On ne dit pas image, on dit visuel. Voilà. Si vous êtes dans une agence de pub et que vous parlez d'image, vous allez mal vous faire voir. On parle de visuel. Voilà, quel genre de visuel le public voit d'habitude. Donc il faut arriver à faire quelque chose qui s'intègre là-dedans, qui ne suscite pas le rejet, mais en même temps être différent. Mais enfin bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a des exceptions. Être disruptif, c'est bien parfois aussi. Quoi qu'il en soit, vous remarquez que cette image est quand même assez précise. Quelle est sa précision? Bon, ben on peut aller voir dans le menu Images, taille de l'image. Image, taille de l'image. Vous avez ici les informations. Et alors, les consignes de ce travail, c'est un travail de fin d'année scolaire. Donc vous n'allez pas devoir faire ce genre de travaux au premier quadrimestre ici. On est bien d'accord. Mais je vous les montre pour déjà vous sensibiliser et pour s'en servir, pour voir comment ça a été construit dans Photoshop.
Donc, pour ce travail, la limite minimale, c'était 5000 pixels. Donc, ça pouvait être un format carré, un format rectangulaire, vertical, horizontal, peu importe, mais il fallait que la largeur et la hauteur, ce soit au minimum 5000 pixels, ce qui est quand même assez important comme nombre de pixels. Mais enfin, à notre époque, les ordinateurs sont capables de traiter des images précises, bien plus précises que ça encore si on a un ordinateur orienté graphisme avec une bonne carte graphique. Alors, quel est le nombre de pixels qui se trouve dans cette image? Nombre de pixels total. Je prends ma calculatrice. En fait, j'en ai pas besoin, mais pour la démonstration, je la prends. Je fais 5000 fois 5000 égale. Et on a donc dans cette image 25 millions de points. Donc pas étonnant que l'écran, quand on est à l'échelle 100%, ne soit pas capable d'afficher l'image entièrement. Il faudrait un écran de minimum 5000 pixels sur 5000 et ça, c'est pas courant. On l'a dit tout à l'heure, la résolution n'a strictement aucune importance dans Photoshop. Je vous rappelle la petite vidéo dans laquelle j'explique ça. Ne soyez pas un dinosaure de l'infographie. Bon, ici, on peut cliquer sur OK ou sur Annuler. On n'a rien modifié. De toute façon, ça ne change rien. Bon, plus tard, vous verrez qu'on a aussi une palette navigation dans le menu fenêtre qui permet de naviguer aussi dans l'image. Assez pratique quand on a une image avec beaucoup de pixels, mais je ne vais pas aller la chercher maintenant. Donc, voyons ça. Je vais double-cliquer. Allez-y aussi, double-cliquer sur la main dans la palette des outils. Vous êtes avec l'image affichée entièrement. Ok, on va la mettre sur le côté comme ça. Et on va aller chercher la palette des calques qui nous montre comment l'image a été construite. D'abord, on va aller chercher la palette des couches. Menu fenêtre, couches. C'est par ordre alphabétique. Et si vous êtes dans une version anglaise de Photoshop, ce sera Channels, les canaux, Channels. Alors voilà la palette des couches. Vous pouvez cliquer, garder enfoncé et bouger. Vous avez rendu la palette flottante. Vous pouvez agrandir la palette par le bas à droite. Et qu'est-ce qu'on voit? Les couches constitutives de l'image. Toutes les couleurs sont créées par un mélange en différentes quantités de lumière rouge, verte et bleue. Donc on ne travaille pas des images CMJN comme on l'a dit tout à l'heure. Depuis les années 90 dans Photoshop, on travaille des images RVB. On les transforme en CMJN le plus tard possible. Si c'est, comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, l'impression d'une brochure, on travaille les images dans Photoshop en RVB, on les met en RVB dans le logiciel de mise en page InDesign, et c'est à l'exportation du PDF que on exporte, on transforme tout en CMJN, le bon CMJN qui correspond au type de papier qui va être utilisé chez l'imprimeur. Donc c'est la tendance depuis une vingtaine d'années chez Adobe. Ils le disent, faites en RVB. Ça n'a que des avantages. Je n'ai pas le temps de passer une heure à vous expliquer tout en détail ici. Ne faites pas ceci, je suis passé dans un navigateur web et j'ai juste tapé ceci, InDesign should use RGB, et je tombe sur un article ici de Creative Pro, le site de David Blattner, une des personnes qui collabore depuis longtemps chez Adobe au développement des logiciels, et ce petit article vous dit pourquoi vous devriez oublier cette tradition des années 90 de travailler les images en CMJN dans Photoshop, sauf exception, bien sûr. D'ailleurs, ils en parlent à la fin. Si vous êtes un super pro de la retouche photo, ça peut avoir du sens de travailler les images en CMJN dans Photoshop.
Et donc, je m'attends, dans vos travaux, à avoir du RVB. Je n'ai rien contre le CMJN, c'est juste que ça pose des problèmes actuellement de travailler en CMJN dans Photoshop, il vaut mieux pas le faire. Le CMJN, ça a été mon métier pendant des années, dans les années 90. Au moment où je travaillais les pubs, les publicités, magazines, les affiches dans la ville, il fallait connaître le CMJN à fond. Les choses ont changé. La gestion des couleurs est arrivée. Et donc, mortalité de l'histoire, vous avez des couleurs bien vives dans ce travail. Vous le voyez, vous avez un vert bien vif, un jaune bien vif, des bleus bien vifs que vous n'auriez pas dans une image préparée pour l'impression déjà maintenant. Elle n'est pas encore préparée pour l'impression, donc c'est du RVB, on peut mettre des couleurs vives dedans. Et c'est pratique parce qu'à notre époque, quand on fait des images, ce n'est pas que pour l'impression. Vous savez qu'il y a aussi la télévision, les smartphones, les mobiles, etc. C'est ça la logique derrière. C'est pour ça que Adobe préconise de tout travailler en RVB maintenant. Donc, la palette des couches, les channels en anglais, on peut fermer, on n'en a plus besoin pour l'instant. On va aller chercher la palette des calques, menu fenêtre, calque. Alors, c'est relativement mal nommé dans la version française. Dans la version anglaise, ça s'appelle les layers. Les niveaux, en quelque sorte, de construction. Donc, palette des calques, vous faites comme tout à l'heure, vous la décrochez aussi. Alors, il est possible que chez vous, ça arrive avec des petites icônes de ce genre-là. Voilà, vous avez une palette des calques qui va ressembler à ça, on est d'accord? Quand vous l'avez détachée, vous l'avez prise sur le côté, vous l'avez amenée vers le milieu de l'écran par son nom, là. Voilà, donc une première chose à faire, c'est la case en bas à droite, ça nous permet d'agrandir les choses. Alors, il y a tellement de calques ici que ça vaut pas la peine de les faire trop grands, sinon on n'aura pas une vue d'ensemble sur le travail. Avec la roulette, je passe en revue les calques parce que l'écran n'est pas assez grand chez moi pour les montrer tous. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est... D'abord, avant de faire ça, il faut que je vous dise que donc, dans la version anglaise, les calques, ça s'appelle des layers, L-A-Y-E-R-S, et que la traduction de layers, c'est couches, et que les couches, c'est une autre palette dans Photoshop. On l'a vu juste avant. Donc, c'est un peu l'embrouille. C'est pour ça que les débutants dans Photoshop, parfois à ce niveau-là, quand ils travaillent avec la version anglaise, ils foirent un peu. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire ici? Vous allez pouvoir cliquer sur les yeux et regarder ce qui se passe dans le document. Donc, l'idée, c'est que pour pouvoir facilement modifier un document, on ne met pas tout sur le même niveau, on met ça sur différents niveaux, différents étages. Le plus bas, l'étage le plus bas est tout en dessous, et dans ce cas-ci, c'est visiblement un fond de papier journal, l'arrière-plan. Ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de ne faire apparaître qu'un calque. Et pour ça, en enfonçant la touche Alt et en la gardant enfoncée, vous cliquez sur l'œil et ça n'affiche que ce calque-là. Une bonne astuce à connaître dans les logiciels Adobe. Alt-clic à nouveau, ça réaffiche tous les autres calques. Donc quand on ne veut afficher qu'un calque, Alt-clic. Vous avez aussi la possibilité de cliquer, glisser sur les yeux. Vous allez dire c'est dégoûtant. Mais non, il ne s'agit pas de marcher sur les yeux. Il s'agit de cliquer et bouger la souris.
Voilà, on peut les afficher comme ça, facilement. Les enlever, les afficher. Alors, une chose qui me frappe quand je vois ça, il y a deux choses qui me frappent. Alors, je m'adresse à ceux qui connaissent déjà un peu Photoshop. Qu'est-ce qui est frappant dans ce genre de travail au niveau de la palette des calques? Il manque, à mon avis, deux choses. Donc, vous m'avez dit nommer les calques. Ah oui, vous venez d'une école où on vous disait qu'il faut absolument bien nommer les calques, sans doute. Ce n'est pas toujours nécessaire, parce que visuellement, on voit ce qu'il y a sur la vignette. Alors, c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent parfois, on ne le voit pas bien, parce que c'est petit. Ça, la vignette ici représente la totalité de l'image, et si l'élément est petit dans l'image, ben, il est tout petit sur la vignette, et on n'arrive pas vraiment à voir ce que c'est. Mais enfin, en principe, si on a fait le travail, on arrive à voir. Donc, le nommage des calques, ce n'est pas toujours ultra nécessaire. Certains formateurs vont vous obliger à nommer les calques, et ce sera rédhibitoire, vous perdrez des points si vous ne le faites pas. Ce n'était pas parmi les exigences pour ce travail-ci. Alors, pour s'y retrouver un peu mieux, en l'absence de nom, il y a deux solutions. Première solution, vous pouvez activer l'outil de déplacement et dans les options qui apparaissent là au-dessus, vous les voyez les options. Sinon, il faut aller dans le menu Fenêtre et enclencher Options. C'est ce que dans les autres logiciels, on appelle ça la barre contrôle, mais ici dans Photoshop, ils appellent ça la barre des options. Donc, en fonction de l'outil activé, vous avez différentes choses qui concernent cet outil qui sont ici. Et alors, il faudrait que ceci soit enclenché, la sélection automatique du calque. C'est quelque chose qui est vraiment une pourriture, qui nous pourrit la vie la plupart du temps, mais parfois c'est utile. Pourquoi ça nous pourrit la vie la plupart du temps? Parce que quand on essaye de bouger un objet dans un travail, c'est un autre objet qui s'active tout seul, c'est pas bien. Mais dans ce cas-ci, ça peut servir. Dans le cas de travaux complexes comme celui-ci, vous avez activé sélection automatique, il est bien indiqué ici calque et pas groupe. Bien. Et là, du coup, quand vous cliquez dans le document, vous devriez voir que le calque qui contient l'élément sur lequel vous cliquez, il s'active tout seul dans la palette des calques. Donc ça peut vous aider à vous y retrouver. Mais quand on a affaire à des transparences, ça ne fonctionne pas toujours très bien. On clique à un endroit, mais c'est un endroit qui est trop transparent, c'est l'objet derrière qui s'active. Oui, ce sont des choses qui peuvent arriver. Deuxième chose qui peut vous aider pour vous y retrouver, c'est de faire en sorte que dans les vignettes, le contenu du calque soit affiché en grand. Alors, on va voir si ça le fait pour ici, si on arrive à voir quelque chose. J'ai l'impression que ça ne va pas changer grand-chose ici. Parce qu'il n'y a pas un élément qui est tout petit seul sur le calque, donc ça ne va pas changer grand-chose, mais faisons-le quand même. Donc vous avez ici le menu de la palette des calques. Vous allez dedans. Vous allez dans la ligne du menu qui s'appelle Options de panneau. OK. Et chez moi, c'était déjà activé, en effet. Mais vous pouvez essayer chez vous. Vous activez limite du calque. Alors, vous n'allez pas voir de différence, en fait, à mon avis. Vous n'allez pas voir de différence. Ah si, quand même. Ok, vous allez avoir, en fait, les vignettes comme je les avais. J'avais pas bien vu que chez moi, c'était déjà activé, en fait. Parfait. Option de panneau, vous activez l'option limite du calque. Et là, ça met les éléments le plus grand possible sur la vignette. Vous avez aussi la taille des vignettes qui était à cet endroit-là. C'est quelque chose qui peut être réglé aussi. Alors, vous m'avez dit qu'il manque aussi des groupes là-dedans. C'est vrai que les choses auraient pu être groupées. Par exemple, pour faciliter les choses. Oui, par exemple ceci.
c'est là. Cette partie-là. Visiblement, ceci et ça, ça participe à la même partie du travail. Donc, pour simplifier l'apparence dans la palette des calques, ce serait peut-être bien de les réunir ensemble dans un groupe. Avant de faire ça, on va voir que si on clique sur un des deux, comme celui-là par exemple, et avec l'outil de déplacement, et là je vais désactiver la sélection automatique, sinon ça va commencer à m'ennuyer. Avec l'outil de déplacement, en ayant indiqué que je travaille sur cette partie-là, je peux la déplacer bien sûr. Voilà. Vous avez des lignes roses qui apparaissent, qui peuvent être ennuyeuses, on en parlera plus tard. On va faire un commande Z ou CTRL Z, c'est menu édition annulée. Voilà, c'est revenu en place. Si c'est cette partie-là qui est activée, bien sûr, c'est cette partie-là qui bouge. Vous remarquez qu'on n'arrive pas à la placer exactement où on veut, parce qu'il y a les repères commentés, ces lignes roses, mais c'est une autre histoire dont on parlera plus tard. Donc, là aussi, je fais commande Z sur le Mac, CMD et la touche Z, menu édition annulée, c'est revenu en place. Avec la touche majuscule, la touche Shift, pas Caps Lock, pas verrouillage majuscule, mais la touche Shift, on peut activer deux calques. Et on peut les bouger ensemble, voire même les agrandir, les rétrécir, les tourner. Mais c'est avec l'outil de transformation manuelle, je veux dire la fonction de transformation manuelle, c'est une autre histoire. Voilà. Bon, là c'est facile, ces deux calques qui étaient l'un à côté de l'autre, la touche majuscule, ça marche. Alors on va les mettre dans un groupe. Vous allez cliquer sur l'icône ici du groupe, dans le bas de la palette des calques. Voilà. Et ils sont dans un groupe, et on pourrait renommer le groupe en double-cliquant sur lui. Oui, si j'avais fait Alt-clic sur l'icône du dossier là, du groupe, j'aurais eu une boîte de dialogue qui m'aurait demandé quel est le nom que je veux donner au groupe, mais là je n'ai pas fait Alt-clic, j'ai juste fait clic. Donc là je vais double-cliquer sur le nom du groupe et je vais appeler ça. Je donne un nom évocateur. Comme ça, je vois directement ce que c'est. Il y a possibilité aussi de colorer les vignettes dans la palette des calques pour mieux s'y retrouver. Mais on ne va pas voir ça maintenant. Donc ça, c'est bien. Vous m'avez dit que ce qui manquait dans ce travail, c'était un bon nommage des calques. Oui. J'adhère pas à 100% parce que c'est quand même parfois une perte de temps de nommer les choses. Pas toujours nécessaire. Vous m'avez dit qu'il manquait des groupes. On vient d'en faire un. Et si on en fait plein d'autres, en groupant des choses qui vont ensemble, ça va simplifier la présentation, évidemment. Et troisième chose qui manque, c'est évident quand on regarde ça et qu'on connaît Photoshop, mais vous ne me l'avez pas dit. Dernière chance pour me le dire. Que manque-t-il? Il manque des masques de fusion. Ben oui, ici, ce sont des choses qui sont visiblement extraites d'autres images. C'est d'autres images, oui. Là, clairement, celui-ci, par exemple. Ah, il est là. Alt roulette dessus pour que je vois bien. Barre d'espacement pour zoomer. Panoramique, je veux dire. Voilà. Donc ça, c'est entouré de transparence. Le damier gris et blanc, c'est la transparence. Donc ça venait certainement d'une image qui voilà, il y avait un décor derrière, certainement, et ça a été enlevé. On n'a pas utilisé le système des masques de fusion. Ça peut être acceptable dans le cas d'un travail comme celui-ci. Un travail mixed média, pourquoi pas. C'est pas l'utilisation la plus conseillée de Photoshop. En général, on n'efface pas les décors, on les masque. Les pixels des décors sont toujours sur le calque, mais grâce à quelque chose qu'on ajoute à côté, ils n'apparaissent pas. On peut faire le test ici. Activer ce calque-ci, par exemple.
Donc vous avez activé ce calque-là. Donc où est-il? Ben, il est là, oui. OK. Bien. Ce que je vais faire ici, c'est que je ne vais afficher que ce calque-là. Avec Alt sur l'œil. Voilà. Ensuite, je vais prendre le lasso, qui est un outil de sélection. Donc quand on parle de sélection dans Photoshop, ça veut dire qu'on va indiquer à Photoshop qu'on ne travaille que sur une partie du calque. Et parmi les outils de sélection, c'est un des plus foireux. Mais parfois, ça peut donner des choses bien quand on sait bien l'utiliser. Avec le lasso, vous allez entourer par exemple l'œil de mademoiselle comme ça. Voilà. Alors si vous essayez de bouger, ben, ça bouge la sélection. Vous pouvez faire sélection, désélectionner. Le raccourci, c'est commande D sur le Mac, CTRL D sur le PC. Et là, vous pouvez recommencer une nouvelle sélection. Voilà. On peut affiner la sélection avec la touche Alt. Il y a un petit moins à côté du lasso. On peut enlever une partie. Comme vous voyez, on entoure la partie qu'on veut enlever. Si on a enlevé trop, on peut ajouter avec la touche majuscule. Voilà. Et majuscule aussi pour faire la sélection sur l'autre partie éventuellement. Voilà. Vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Superbe. Vous avez ici un réglage dans les options du lasso, un réglage qui permet, avant qu'on ne fasse la sélection, de rendre le bord flou. Mais c'est vieux, et ça c'est caractéristique dans Photoshop. Il y a des vieux systèmes qui datent de la première version de Photoshop en 1989. Première version de Photoshop. Il y a des choses qui sont toujours là, parce qu'il y a des utilisateurs anciens qui les utilisent toujours, mais méfiez-vous de certaines choses dans Photoshop qui ne sont plus vraiment d'actualité. Donc pour faire un flou sur le bord de la sélection, moi je vais faire autrement. Alors, quoi qu'il en soit, voilà, donc déjà je n'utilise pas ça. Donc, mortalité de l'histoire, Photoshop est un peu plus simple qu'il n'y paraît. Toutes les fonctions que vous voyez dans Photoshop, vous n'allez pas devoir les utiliser. Il y a des vieux trucs qu'on n'utilise plus, qui ont été remplacés par quelque chose de mieux qui se trouve dans Photoshop. Mais la vieille méthode est toujours là. Donc vous allez cliquer sur l'icône du masque ici. Alors évidemment, ce n'est pas le carnaval de Venise, hein, c'est un masque photographique, c'est juste un carton avec un trou. Les choses dans Photoshop, les icônes qu'on voit, on se demande parfois ce que c'est bizarre. C'est des techniques photographiques, souvent des techniques anciennes, graphiques et photographiques qui ont été mises dans Photoshop. Voilà. Donc vous avez du coup transformé la sélection en un masque de fusion et il n'y a que cette partie-là qui apparaît. Et pourtant, toute l'image, tout le portrait est toujours là. Les informations sur l'utilisation des masques de fusion, vous aurez l'occasion d'étudier ça pour ceux qui ne connaissent pas. Quand un calque contient un masque de fusion, il faut décider si on travaille sur la partie image du calque, le visuel, ou si on travaille sur la partie masque. Ici, vous allez travailler sur la partie masque, c'est lui qui est encadré. Le bord, comme vous voyez, est net. On va faire du flou. Sur les pixels noirs et blancs du masque, on va mettre un filtre de flou. Voyons si on peut le faire comme ça directement. Filtre flou, flou gaussien. Voilà. Menu filtre en haut de l'écran, flou, flou gaussien. Et vous pouvez régler la quantité de flou. Ah oui, si on clique là, on va voir ici dedans la prévisualisation.
Ça, c'est du destructif. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai appliqué le filtre de flou, donc je vous rappelle, menu filtre, flou gaussien, une fois qu'on aura appliqué le filtre de flou sur le masque, ben, on ne pourra pas revenir en arrière. D'où l'intérêt, quand on travaille dans Photoshop, oui, on pourra annuler tout de suite en faisant CTRL-Z, bien sûr, Commande Z, mais je veux dire, si on enregistre l'image sur le disque dur et qu'on la réouvre, on ne pourra pas rendre les choses à nouveau nettes. D'où l'intérêt, quand on travaille dans Photoshop, de régulièrement enregistrer son travail sous un nom différent, en mettant un petit 02 à la fin du travail à un certain moment, et puis 30 minutes après, peut-être un petit 03. Et vous gardez toutes ces versions sur votre disque dur. Comme ça, si vous faites une erreur majeure sur votre travail, vous avez au moins les versions d'avant. Mais bien sûr, on peut annuler aussi. Hein. On peut annuler. Il y a le CTRL-Z, Commande Z sur le Mac, il y a la palette historique pour aller en arrière. Mais ça suppose qu'on n'a pas fermé l'image. Alors là, on va cliquer sur OK. Et voilà. Vous avez donc les ouïes qui sont uniquement visibles là. Voilà, Alt-clic sur l'œil, et les yeux, ils sont là. OK. Avec l'outil de déplacement, il n'y a plus besoin de faire de sélection pour déplacer. Il n'y a pas besoin de faire de sélection. Avec l'outil de déplacement, qui n'a pas le mode sélection automatique coché, et avec le calque ici qui est activé, et surtout vous n'avez pas enlevé la chaîne entre les deux. La chaîne est là, oui c'est une chaîne, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Eh bien, le fait que le calque soit activé, les deux vont bouger, l'image du portrait et le masque. Voilà. On peut le déplacer, le calque, si je le remets à l'endroit des tâches ici, en supposant que c'est là qu'il doit être. On peut le déplacer dans l'empilement, on prend le calque, on déplace, on remonte. Attention, oui, s'il tombe dans le groupe, ça ne va pas le faire, je vais aller le sortir du groupe du coup. Voilà. Là, il commence déjà à remonter entre les taches jaunes et bleues, visiblement. Et on le remonte, on le remonte. On peut le mettre tout au-dessus si on veut. Et voilà, ils sont tout au-dessus. Parfait. On peut les agrandir. Et pour ça, on fait édition, transformation manuelle. Ce qui correspond à commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. On a un cadre qui apparaît avec des poignées. Vous pouvez enfoncer la touche Alt et prendre une des poignées du coin. Et ça s'agrandit en restant à peu près à l'endroit où il faut que ça reste. N'hésitez pas à zoomer en arrière parce que les poignées peuvent sortir des limites de l'image. Alt et bouger, voilà. Et c'est la dimension. Et on valide la transformation manuelle. Ok, il n'y a pas besoin de valider ici, c'est bien. J'ai juste réactivé l'outil de déplacement et on arrive à déplacer les yeux qui sont agrandis. Et dernière chose qu'on va voir ici, c'est bien sûr quelque chose qui est très utile pour faire du mixed media, parce qu'on veut créer de la complexité visuelle. On veut qu'il y ait de l'énergie. De quoi je vais parler? Quelque chose qui va être fait en quelques secondes et qui va complexifier. Vous avez une idée? Le mode de fusion. Actuellement, le calque là est en mode normal, ça veut dire recouvrant. L'opacité 100% recouvrant, mais on a ici les modes de fusion et on peut passer en revue les différents modes de fusion. Je vais mettre ce truc ici sur le côté pour voir, voilà. Et alors, c'est souvent empirique, c'est-à-dire que quand on fait une recherche graphique, c'est intéressant de les passer en revue comme ça et de voir lequel donne le mieux en fonction du travail qu'on est en train de faire. Voilà, par exemple ici, je trouve lumière vive, pourquoi pas. Je me dis, tiens, par rapport à un travail mix média que je veux faire, c'est pas mal parce que les yeux sont là, mais ils ne sont pas très très visibles. Ils sont là. Et je trouve que
Voilà, c'est pas mal. Peut-être que ça va faire partie du storytelling de ce travail. C'est-à-dire qu'il y a des surprises dans les travaux mix média. C'est tellement précis, parfois quand on zoome, on voit des choses surprenantes, des easter eggs, des œufs de Pâques, des œufs de Pâques, des surprises que le créateur a laissées. Et peut-être que quelqu'un qui va voir ce travail, de prime abord, il ne va pas tout de suite voir qu'il y a des yeux qui sont en train de le regarder là. C'est peut-être au bout de 10 secondes qu'il va le voir. Voilà, et ça fait partie des choses un peu cachées. Alors, on va enregistrer le travail, fichier enregistré sous. On va l'enregistrer dans le dossier d'où il vient, au format Photoshop, le format natif du logiciel, le format qui peut intégrer tout ce que le logiciel est capable de faire. Et je vais cliquer ici pour mettre le curseur clignotant. Avec la flèche droite sur le clavier, vous avez un groupe de 4 flèches sur le clavier. Vous enfoncez la flèche de droite, ça devrait vous amener vers la fin. Vous allez pouvoir indiquer ici que c'est une version retouchée, par exemple. Voilà. Le nom est déjà très long. Enfin, quoique, non, il n'est pas très long, ça va. Il vaut mieux pas dépasser 32 caractères, il vaut mieux pas mettre de caractères à accent, il vaut mieux pas commencer un nom par des chiffres. Ça, c'est les... Si on veut que ça passe partout, c'est les recommandations. Pas plus de 32 caractères, pas de lettres accentuées, pas commencer le nom par des chiffres, pas d'espace, il vaut mieux mettre des underscores ou des tirets. Voilà les recommandations si vous voulez que vos fichiers passent partout, sur les serveurs, partout, dans les configurations, sites web, etc. Voilà, vous avez un message ici, maximiser la compatibilité, c'est enclencher d'office. Vous l'avez eu aussi. Ça, c'est juste pour rendre compatible avec d'anciennes versions de Photoshop. Si quelqu'un voulait ouvrir ce travail dans une version plus ancienne de Photoshop, ce qui est très peu recommandé, mais surtout pour rendre compatible avec les autres logiciels d'autres marques que Adobe qui sont capables d'ouvrir des fichiers Photoshop. Que ce soit des logiciels d'art ou de 3D, ça peut être intéressant de garder ça. Ça fait un fichier un peu plus lourd, mais voilà. Au moins, c'est totalement compatible.